Retour à présent sur ce plateau pour votre premier point Diaf TV de 2019 avec donc Abdelaziz Mondé pour commenter le dernier remaniement ministériel qu'a connu le gouvernement du Cameroun et aussi pour donner son point de vue sur quelques éléments du dernier discours de M. Paul Biya, son discours du 31 décembre. Alors, Abdelaziz, le Cameroun a dans son nouveau chef du gouvernement, M. Joseph John Gouté, est le nouveau Premier ministre camerounais. D'emblée, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que cela vous inspire, cette nomination du Premier ministre dans le contexte camerounais qui est le nôtre? Est-ce que c'est l'homme qui sera l'homme de la solution sur la crise anglophone ou alors c'est juste l'homme qui est là pour continuer dans ce qu'on vit depuis 36 ans? Alors, faisant partie des Camerounais ou des Africains alternatifs, on se soumet tout simplement à l'exercice qui est celui de commenter l'actualité. Mais conviens-en, mon cher Gingassa, que le 7e Premier ministre de l'ère Biya, qui est John Gouté, puisque depuis que Biya, le 6 novembre 82, avec Bello Bouba-Marguerite, c'est le 7e que Biya a nommé avec la parenthèse, évidemment, de 84 à 91, avec la fin, entre Luc Ayan et Sadou Ayatou, il y a eu un vide de 7 ans à peu près. John Gouté arrive. John Gouté a été 20 ans au gouvernement comme ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge des affaires du Commonwealth, donc de 97 à 2018, où il a été ministre chargé des missions à la présidence, avant évidemment d'être porté le 4 janvier à la tête du gouvernement. Je dis bien à la tête du gouvernement, c'est une position formelle. C'est le premier d'entre eux. Le Premier ministre au Cameroun a un rôle qui est à la fois un rôle honorifique. Par certains côtés, il procède à des arbitrages, mais il va sans dire que quand vous avez un décret du chef de l'État qui tombe le 4 janvier pour nommer le Premier ministre et que quelques heures après, vous avez l'ensemble du gouvernement qui est formé et on va considérer que c'est un artifice juridique que de mentionner sur proposition du Premier ministre. La personne de John Gouté, bon, elle peut être autrement sympathique. C'était un haut cadre de l'administration camerounaise, un professeur d'université diplômé des universités anglaises qui a été directeur général adjoint du Centre national d'administration et de magistrature, 86 jusqu'en 91, où il a été directeur général de l'ENAM, 6 ans pour être au gouvernement. Il a une belle carrière. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut applaudir pour John Gouté, comme pour la plupart de ceux qui sont nommés généralement par Biya. Mais what next for Cameroun? What next for Cameroun? Je suppose que c'est la question. C'est ce qui était en filigrane de ta question. What next for Cameroun? La veille de la nomination de John Gouté, son domicile est brûlé. John Gouté, c'est un... C'est son domicile ou c'est un foyer dans son village? Oui, c'est un domicile qui a été brûlé, incendié. Voilà. Son domicile a été incendié. Est-ce qu'ils étaient dans le secret de Dieu? Évidemment, quand vous êtes ministre chargé des missions à la présidence, vous allez voir les trajectoires de ceux qui ont été nommés par Biya, Inoni Ephraim de la partie anglophone, Achidi Achou ou Philémon Yan. C'est 3 formes de nomination différentes. Yan avait été, qui a été Premier ministre de 2009 à 2019, donc pendant 10 ans, après avoir été ambassadeur 20 ans au Canada. Achidi Achou ou Inoni Ephraim, évidemment, cette filière-là, on la recrute comment? Ce sont des membres éminents du parti de Biya, le RDPC. Ce sont ceux qui donnent une caution au régime en termes géopolitiques. Évidemment, après la réunification, il faut une représentation de la partie anglophone dans les différents gouvernements. Le Premier ministre vient de la partie anglophone depuis Achidi Achou, donc depuis 92. Et à partir de ce moment-là, on peut imaginer que ceux qui, dans la partie anglophone, sont sécessionnistes, ceux qui sont fédéralistes, regardent très bien comment évoluent ceux qui, comme John Gouté, sont dits unionistes. Parce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de ceux qui sont fédéralistes et beaucoup de ceux qui sont sécessionnistes reprochent à ceux qui ont le profil de John Gouté d'être ceux qui vont à Yaoundé pour manger. Ceux qui vont à Yaoundé juste pour leurs intérêts, qui n'ont pas véritablement porté les revendications qu'on a vu transparaître en 2016 après le soulèvement et en 2017 avec ces fameuses marches du 1er octobre 2017 et que voilà, John Gouté comme Inoni Ephraim, John Gouté comme Philémon Yan, son prédécesseur, John Gouté comme Achidi Achou n'étaient pas en mesure d'instruire
l'opinion publique sur ce qui se passait véritablement là-bas. Il a fallu un soulèvement des populations, il a fallu une marche des avocats, il a fallu une marche des étudiants, il a fallu une marche à Bamenda pour que l'opinion publique camerounaise puisse se rendre compte, un, des frustrations qui étaient exprimées généralement, deux, des problèmes spécifiques qui étaient les problèmes liés à l'adoption du common law, puisque ceux des avocats qui s'étaient plaints, au premier rang desquels Akbor Bala, donc de ce consortium anglophone, avaient dit qu'il n'était plus question de vivre dans un pays où le système est dual, bilingue français-anglais, et qu'il n'y ait pas cette symétrie-là au niveau juridique. On a procédé au Cameroun à une réforme de la procédure pénale, du code de procédure pénale, qui intégrait des éléments du common law, c'est-à-dire la procédure accusatoire, qui faisait contrepoids à la procédure inquisitoire, qui est celle héritée de la colonisation française. Mais jusque-là, il y avait des aspects comme le OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui n'intégrait pas des éléments du common law. Il y avait également un certain nombre de frustrations qui étaient liées à la représentation dans la haute administration, ou même au sein du gouvernement, des populations dites anglophones, et même dans la pratique de l'anglais, qui est à équidistance du français, comme étant les deux langues officielles de la République du Cameroun au sens constitutionnel. Alors à ce moment-là, on se demande bien quel rôle a pu jouer John Gouté pour cela. Il était ministre délégué au Commonwealth. C'était une option du président Biya quand il a mis en place ce ministère délégué pour dire, écoutez, nous sommes un pays avec ces deux essences-là. Peut-être qu'il faudrait qu'en termes symboliques, ce soit représenté. Mais on n'a pas eu l'impression, de manière décisive, que la présence de John Gouté a été d'un poids certain. Puisque, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on a bien sûr cette crise et l'avènement de cette crise qui continue de manière encore plus dramatique. On a les événements de Bangourène récemment, on a les déplacés, 200 000, on a des réfugiés au Nigeria qui sont pratiquement 40 000 aujourd'hui. Est-ce que John Gouté sera l'homme de la situation ? Sur cette séquence, pour terminer, je dirais que John Gouté, s'il devait être l'homme de la situation, c'est que Fayengo, qui avait déjà été pressenti pour ce poste-là, aurait pu être l'homme de la situation. Mais ce sont les serviteurs du roi, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les serviteurs de leur maître, donc le président de la République Biya. Pourquoi? Parce que quand le président de la République décide la mise en place d'une commission DDR, dite démobilisation, démilitarisation et réinsertion, ça suppose qu'il y ait un processus de paix. Ça suppose qu'il y ait un dialogue avec les forces insurrectionnelles ou les forces sécessionnistes ou les forces rebelles. Mais il n'y a pas eu ce processus-là. Beaucoup ont appelé, certains à l'étranger, le Sénat américain, l'International Crisis Group, des pays comme la France, etc., qui ont demandé qu'il y ait un dialogue, mais à l'intérieur, parce que ça sont des positions étrangères, mais à l'intérieur du Cameroun, la conférence épiscopale, qui est revenue à plus d'une reprise sur la nécessité d'un dialogue. Le cardinal Christian Toumi, qui a pris l'initiative avec un certain nombre de compatriotes de Camerounais d'expression anglaise, qui ont choisi d'être dans la continuité des deux All Anglophone Conference de 93 et de 95 pour pouvoir adresser à la nation tout entière un certain nombre de points de convergence entre ces différents groupes, les sécessionnistes, ceux qui ont porté le fer, ceux qui ont pris les armes, les fédéralistes, ceux qui restent dans le jeu institutionnel, Paul Aya Abin, John Fundi, ou encore le SDF, je veux dire de manière organique en tant que parti, Paul Aya Abin, et puis les unionistes, on parlait tout à l'heure de John Gouté, de Inoni Ephraim, dans toute la classe politique du RDPC, donc, qui évolue au sein des institutions camerounaises. Donc, c'était ça le but de l'initiative prise par le cardinal Koumi. Mais Gingassa, vous voyez le sort qui est réservé à ces initiatives, reportées à deux reprises pour des raisons de moyens. D'abord, parce qu'on a chopé sur le fait que cette réunion serait autorisée ou pas. C'est quand même absurde dans un pays dit de droit et de liberté. Et on voit bien que le malaise continue, le malaise perdure. On voit les UU à la CRTV de gens qui sont contents, de familles qui sont contents d'avoir leur fils au gouvernement, mais... On va y arriver, on va y arriver. Donc effectivement, sur cette séquence, si on vous a bien compris, le nouveau Premier ministre ne semble pas posséder l'étoffe nécessaire pour répondre aux problématiques de la crise anglophone de plus en plus dramatique. Oui, dans mon propos, on peut le comprendre. Si John Gouté peut aider à régler le problème, tous les Camerounais le souhaitent, à l'évidence. Mais j'ai intégré mon analyse dans un ensemble global.
John Goutey comme Phileyon Yan, ce sont des personnalités de premier rang de cette partie du Cameroun. On leur reproche dans leur région d'origine, le nord-ouest et le sud-ouest pour le cas de John Goutey, d'être ceux qui sont allés à Yaoundé de manière traditionnelle, de plusieurs années, depuis cette fameuse réunification, simplement pour leurs intérêts. Vous avez une trajectoire commune, vous sortez des grandes universités anglo-saxonnes, Canada, États-Unis ou Angleterre, vous rentrez au Cameroun, vous êtes nommé à des postes de responsabilité. Certains font 10, 15, 20 ans au gouvernement avant d'espérer être Premier ministre. Il y en a, Paul Elonché, Fayengo Francis, des anciens gouverneurs ou John Goutey qui étaient pressentis. Eh bien, ils arrivent là. Donc, ce sont des logiques de carrière qui président davantage aux ambitions des uns et aux autres plutôt que des préoccupations liées à la résolution de cette crise-là. Je crains pour John Goutey qu'il ne soit parmi les autres, parmi ceux qui mènent leur trajectoire tranquillement jusqu'à faire 3, 4, 5 gouvernements et être débarqué un jour par Paul Biya. Alors, merci pour ces éclairages. Pour revenir donc sur la nomination de John Goutey au poste de Premier ministre, de certains retours que nous avons de cette nomination, il est assez curieux de constater qu'un Premier ministre a été nommé et puis quelques heures après, on nous apprend qu'il y a un réaménagement ministériel. Est-ce que dans ces conditions-là, le Premier ministre a finalement le pouvoir de faire office de chef de ce gouvernement? C'est au sens formel du terme. Ce sont des questions juridiques. Le Premier ministre au Cameroun n'a pas toujours été chef du gouvernement, mais quand la mention explicite est faite, eh bien évidemment, il propose un gouvernement au président. En dehors de quelques personnalités qui ont été directement, parce que la proximité était apparente avec les premiers ministres, il y a des personnes comme Gogomou Paul qui était directeur du cabinet du Premier ministre sortant, Phileyon Yan, qui a été d'ailleurs reconduit, enfin qui a été nommé comme ministre chargé des missions. Là, c'était directement une personne qui a été proposée par le Premier ministre. Fou Calistus Gentry faisait partie de ces personnalités, ou certaines autres. Mais c'est de très rares, c'est vraiment des exceptions. Le cœur des nominations et à la discrétion du chef de l'État. D'ailleurs, les Camerounais ne s'y trompent pas, puisque les lectures qui sont généralement faites sont des lectures géopolitiques, c'est-à-dire les grands équilibres sociologiques au sens ethnique du terme, les grands groupes ethniques, ceux qui ont voté le président mieux que d'autres, les logiques de récompense, les logiques de stabilité et de continuité, oui, avec des figures emblématiques de régime et du système en place comme Laurent Esso et bien d'autres qui restent en place malgré les scores moyens qu'ils font dans leur région ou leur département d'origine. Oui, d'accord. Vous me prêtez d'ailleurs un bon prétexte. Alors, quand on regarde donc les heures qui ont suivi sa nomination, on constate que certains hommes de l'ancien gouvernement, si on peut l'appeler comme ça, sont restés en poste, et de ce qu'on a pu lire d'une certaine opinion camerounaise, c'est une grosse déception. Quelle est votre lecture également de ce fait-là? Est-ce que pour vous, des gens qui ont par exemple été auteurs du fiasco du retrait de la CAN au Cameroun, ou encore de certaines pratiques, notamment des surfacturations dans la construction de certaines autoroutes, je veux dire très clairement, je cite M. Ngongor, je cite également Gano du Messi. Est-ce que l'opinion camerounaise traduit simplement sa méconnaissance du président Paul Biya dans la constitution de son gouvernement? Oui, mais à quel moment on a vu que les intérêts du président peuvent ne pas correspondre avec les intérêts du pays? Ce n'est pas propre au Cameroun. Le ministre est un serviteur, traditionnellement, en France depuis Louis XIII, que ce soit le ministre ou le ministre d'État, qui est une récompense. Ce sont des personnalités parfois charismatiques à qui on attribue cette fonction-là. Ce sont des personnalités qui n'ont souvent pas de portefeuille, mais qui, dans l'ordre, jouissent d'une prérogative comme la prééminence sur le plan gouvernemental, ont des prérogatives qui se ressemblent à celles d'un vice-premier ministre qui peuvent organiser des réunions interministérielles. Donc, c'est en fonction des intérêts du président qu'il désigne les membres de son cabinet, son conseil ou ses collaborateurs. Et dans le cas d'espèce, il y a des personnalités qui comptent,
des personnalités qui ont été élevées au rang de ministre d'État, en l'occurrence Jacques Favre-Ndongo. Mais c'est aussi un paradoxe, une ambiguïté camerounaise. Vous avez un débat qui a été porté sur la place publique à juste titre sur l'opportunité de l'achat, de l'acquisition de 75 000 ordinateurs, 500 000 ordinateurs, autant pour moi, pour un coût de 75 milliards de francs CFA destinés aux étudiants inscrits dans les universités d'État au Cameroun, entre autres. Eh bien, l'opinion s'est interrogée sur deux choses. La première, l'alternative qui pouvait exister. Est-ce que l'assemblage ne pouvait pas se faire au Cameroun? Le Rwanda, la Côte d'Ivoire en ont donné l'exemple, ça veut dire que c'est possible. Est-ce que cette dépense-là n'aurait pas pu être une dépense globale sur le plan de la mise en place d'un dispositif, d'un écosystème en matière de promotion des technologies numériques au Cameroun? Là aussi, le débat s'est posé. Mais on a eu droit à quoi? On a eu droit à des mensonges, à des manipulations successives, à une sorte d'infantilisation de l'opinion avec des gens qui venaient prétendre qu'ils sont des spécialistes d'un domaine, celui des technologies, des ordinateurs, pour nous expliquer que 32 gigas de cette nouvelle technologie égale à 500 gigas de l'ancienne technologie. Aucune université, aucun centre, aucune école polytechnique dans le monde ne peut valider de telles inepties. Chez nous, au Cameroun, on a entendu ça. Et surtout, on voit qu'il y a eu promotion. Oui, tout à fait. Et ça n'a ému personne au sein du gouvernement, mais plutôt dans l'opinion. Donc, en fait, c'est cette différence, c'est cet écart entre les intérêts de l'élite, de la classe dirigeante, du chef de l'État et ceux du peuple qui sont souvent à interroger. Il faut peut-être qu'en termes de pédagogie, que désormais, ceux qui s'engagent en politique ou ceux qui analysent les questions politiques camerounaises cessent d'être une sorte de caisse de résonance ou tout simplement d'accompagnateur de ce que Paul Biya fait et que les gens doivent être de plus en plus lucides. C'est-à-dire qu'à un moment, les intérêts d'un président, d'un chef d'État ne peuvent ne pas correspondre avec ceux du peuple. Et que si vous servez ce chef de l'État comme il convient, il peut faire de vous ce qu'il veut. Il peut faire de vous un ministre d'État, il peut faire de vous un premier ministre, un vice-premier ministre, peu importe, c'est à sa discrétion et c'est pour ses intérêts. Et c'est véritablement ce qui se passe au Cameroun. Vous avez pris l'exemple de M. Ngannou Messi. Nous sommes, entre guillemets, dans un pays qui aspire à être un État de droit, parce que pour moi, ces questions sont encore formelles chez nous, elles attendent encore culturellement à être implémentées. Vous avez déjà la catastrophe des ECA, qui est une première indication de ce que vous avez un pays où l'axe qui relie les deux capitales, donc 60% à peu près du PIB, Yaoundé-Douala, l'axe dit lourd est une route moyenâgeuse du point de vue des critères actuels. Cette route-là a un certain nombre il y a une structure avec des buses, donc des plots, et à un niveau, vous avez des bus qui n'ont pas été entretenus depuis des lustres. Dans le budget de l'État, on a provisionné de l'argent, 600 millions de francs, dont 300 millions pour une bus qui a chuté. Donc, il y a eu un glissement à ce niveau-là, ça a chuté et la conséquence, c'est qu'on a basculé le trafic vers le ferroviaire, donc vers la gare voyageur de Yaoundé. Des Camerounais, plus d'1 millier, ont pris le train de Yaoundé pour Douala. Entre-temps, à Ezeka, catastrophe, boum, bam, il y a un déraillement, avec un bilan qui tourne entre 79 morts officiels et 500 pour ceux qui estiment qu'il y a encore des disparus, parce qu'on a vu que des familles réclament encore les corps des leurs. À partir de ce moment-là, M. Ngassa, on est en droit de se poser la question, ceux qui étaient en responsabilité au niveau du gouvernement, parce que c'est de cela la responsabilité répond, entre autres le ministre des Transports, des Travaux publics qui a en charge justement l'entretien du patrimoine routier camerounais qui est de 50 000 km et donc d'à peu près 3 000 à 3 500 bitumés. Alors on se dit, M. Ngannou Messi, qu'est-ce qu'il fait au gouvernement après un tel scandale, après une telle catastrophe? Ezeka, c'était en 2016. Ça fait 2 ans, pratiquement 2 ans, Ngannou Messi est toujours en fonction. Alors, bis repetita, on a la question de la CAN. La Coupe d'Afrique des Nations est attribuée au Cameroun en 2012, théoriquement, et en 2014, confirmée. Ça fait 5 ans. Ou 4 ans et demi à peu près. Le Cameroun, depuis 4 ans et demi, est le pays qui doit organiser la Coupe d'Afrique 2019. La Coupe d'Afrique 2019, initialement, avait lieu en janvier 2019. C'est le calendrier habituel de la CAF.
Donc de janvier à février, on a une compétition africaine la plus importante sur le continent et la 4e dans le monde, la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun, pays en exorde de cette émission, vous avez cité Roger Mila. Il y a Thomas Nkono qui a inspiré Buffon. Le Cameroun, c'est 5 fois champion d'Afrique, a perdu chez elle la Coupe d'Afrique 72, mais a joué 2 fois la finale, 86-98, mais a gagné 5 fois. Donc sur le maillot du Cameroun, il y a 5 étoiles. La plupart des grands footballeurs africains dans le monde ont une origine, celle du Cameroun. Roger Mila, footballeur africain du XXe siècle. Samuel Eto'o, meilleur buteur de toute l'histoire de la CAN. Rigobert Song, recordman des sélections en Coupe d'Afrique des Nations. Mais enfin, qu'est-ce qu'il faut à un pays comme ça pour avoir des stades dignes? Qu'est-ce qu'il faut à un pays comme ça pour construire entre 72 et 90, où le Cameroun était 5e pays mondial, quart de finaliste pour la première fois de l'histoire. Le Cameroun a fait une belle Coupe du Monde en 82, magnifique. À partir de ce moment-là, on a découvert un gardien comme personne, Thomas Nkono, 82, 2 fois Ballon d'Or africain, 79, 82. Le Cameroun. À Sydney, médaillé d'or olympique. Le pays d'Idriss Carlos Kameni, 19 ans à peine, qui ravit le monde devant Ronaldinho. Impressionnant, époustouflant, stratosphérique, comme on a dit pour le but de Mboma au Stade de France. Mais comment ça se fait que le Cameroun en vienne encore à avoir des retards, à avoir des questions de surfacturation? Et ceux qui sont impliqués dans ces questions-là sont promus, deviennent ministres d'État. C'est quand même quelque chose d'absolument fabuleux, entre guillemets, pour utiliser une expression ironique. C'est-à-dire que c'est davantage les intérêts du président qui sont préservés. Et la présidente, enfin, ce qu'on appelle au Cameroun la présidente. Rendez-vous compte que Ngingassa, Madame Chantal Biya, qui est autrement sympathique, qui a fait la fête avec Kofi Olomide et qui danse allègrement dans son palais, eh bien, on nous dit désormais qu'elle dirige le pays parce qu'il y a un faisceau d'indications. Vous savez, chaque pays a ses coutumes et ses habitudes. Ngongo vient de la Haute-Sanaga comme madame. Il y a au sein du pouvoir un certain nombre de batailles qui se font aujourd'hui entre les enfants du président, donc ceux de Moyome Salah et de Moyome Si, Motazé, Mvondo Ayolo, et de l'un de côté, madame avec la filière Haute-Sanaga. Donc vous avez ces batailles-là au sein de l'appareil au très haut niveau de l'État, où vous avez des gens, en fonction des jeux, des calculs, deviennent ministre, secrétaire général, ministre d'État après que l'opinion s'extasie sur des questions ou s'offusque sur d'autres. Dans le cas d'espèce, quand le président, le 31 décembre, a parlé d'un glissement de date, pour justifier le retrait de la CAN 2019. Un terme de plus en plus repris, devenu célèbre. Repris, et pour moi, après une émission comme celle-ci, je ne me vois pas en train de reprendre ce type, parce que c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le président de la République du Cameroun, le président donc du pays de Roger Mila, doit pouvoir, à un moment, faire un mea culpa à son peuple. Dire, ici, nous avons échoué. Ici, c'était scandaleux. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter que de 2012 au 2014 à 2018, qu'on ne soit pas capable de mener à bien un processus de construction des stades. Je rappelle, mon cher Guy... Il a quand même promis que... Il s'était engagé. Oui. Non, mais il s'était engagé quand les Lions indomptables ont ramené une coupe improbable. C'est la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le président Paul Biya s'est engagé à ce que la coupe allait être organisée au Cameroun. Et c'était en janvier initialement. Non, je veux dire que même après le retrait, il a promis que les travaux se poursuivront. Oui, mais et qu'ils arriveront à terme. Mais à terme, c'est mars. Dans les délais arrêtés. Mars initialement, parce que les stades doivent être livrés 6 mois à l'avance. Je dis bien 6 mois à l'avance. 6 mois avant la compétition, la CAF doit, 6 mois et 3 mois avant la compétition, la CAF doit prendre, entre guillemets, possession des infrastructures, puisque c'est elle qui organise la Coupe d'Afrique des Nations. Elle qui organise la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, techniquement, je veux dire. Donc, en fait, et dans le cas d'espèce, je reviens sur la question de la construction des stades. La pose de la première pierre, ou tout au moins la cérémonie qu'avait présidé le Premier ministre Inoni Ephraim au Hilton, c'était en 2009, c'était une cérémonie qui était destinée au lancement du Programme national de développement des infrastructures sportives, le PN10. Et la mer, le vaisseau amiral de ce programme national, c'était, et le Cameroun, Dieu seul sait s'il en regorge, c'était la construction du stade Paul Biya, baptisé avant sa construction d'Olembe. On est en 2009, ça fait 10 ans.
Ah, et donc, Personne. Pour revenir sur les auteurs Voilà. qui ont été promus lors du dernier remaniement Voilà. ministériel, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a définitivement une rupture entre le peuple et son président? Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit le constater. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit le constater. Le président de la République, pour reprendre une des interrogations en prologue de cet échange, de ce point, sur John Gouté, le président de la République, au cours d'un de ses rares conseils des ministres, je dis bien rare conseil des ministres, parce que je ne sais pas comment on peut avoir une vision pour un pays, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui est la boussole de l'émergence à l'horizon 2035, vous dites que le Cameroun, Dixit, je cite Biya, Paul, le processus de croissance doit être accéléré. Cette croissance doit être durable, forte et inclusive, capable de générer des emplois pour tous, notamment des jeunes. Et que cela est lié à un certain nombre de programmes qui se déclinent en des programmes de réduction du déficit énergétique, construction de barrage de retenue d'eau Lompanga, barrage de production d'hydroélectricité, celui de Mbenvele, et de capacité d'approvisionnement, d'acheminement de biens, d'importation ou d'exportation. C'est le port en eau profonde de Kribi, c'est un certain nombre d'infrastructures routières. On revient sur Ganou-Djoumessi. À partir de ce moment-là, on peut se dire, ok, ce sont les axes de ces documents de stratégie pour la croissance et l'emploi. Je rappelle que la période de la première séquence du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, c'est 2010-2020. C'est-à-dire qu'en 2020, le Cameroun, en 10 ans, aurait une croissance de 7%. Je pense que c'est ce qui tous les Camerounais peuvent lire dans le document, le DSCE, 7% par an. 7% par an pour atteindre les objectifs. Le président a dû mettre en place un programme triennal en 2016, de 3 ans, donc il devrait s'achever en 2019. Un programme triennal pour booster cette croissance-là. Mais le Cameroun est toujours entre 3 et 4%. On a expliqué ça par la baisse des cours des matières premières. On explique ça par un certain nombre de facteurs qui ne sont jamais des facteurs endogènes, mais toujours des facteurs exogènes. Mais Guy Ngassa, regardez, 52 membres du gouvernement, dans un pays qui demande à réduire les dépenses publiques, réduire le train de vie de l'État. C'est le programme économique financier que le Premier ministre Philémon Yan a présenté à l'Assemblée nationale. Comment on peut avoir dans un pays 62 ministres, parce que le gouvernement Yan, le dernier gouvernement Yan, c'était 50 ministres, dont 10 ministres délégués et 12 secrétaires d'État. Donc 62 membres du gouvernement. 62. Comment vous voulez que les Camerounais croient en la parole publique quand la nomination d'un ministre, en fait, vous avez vu à la télé, à la CRTV, ce sont des youyou dans un pays qui souffre autant. Moi, je vois le jeune Manaouda Malachi qui hérite d'un ministère de la Santé. Ouais. Le ministère de la Santé, globalement, le taux de mortalité infantile, néonatale au Cameroun a progressé. On meurt encore, les enfants de moins de 5 ans sont encore très nombreux à mourir. Les femmes sont encore très nombreuses à mourir en donnant de la vie. C'est un mauvais casting pour vous, sa nomination? Non, je suis simplement en train de m'interroger comment on peut fêter une nomination. C'est pour ça que je salue très bien ce qu'a fait le président Talon, Patrice Talon au Bénin, en disant quand vous êtes nommé ministre dans un pays peut-être riche de ses ressources, mais pauvre comme le Cameroun, comme le sont les Camerounais, mais vous devez vous recueillir. C'est un moment d'introspection pour savoir parce que les enjeux sont énormes. On n'a pas de couverture maladie universelle au Cameroun. La population est extrêmement jeune au Cameroun. Il y a un boom démographique. 45% de la population a moins de 15 ans. La tuberculose et un certain nombre de maladies ont été stoppées dans leur progression grâce à des programmes internationaux ou le sida. Mais la plupart du temps, les maladies comme le paludisme restent encore les premières causes de mortalité au Cameroun, comme les maladies infantiles en 2018-2019. Alors quand on nomme les gens, on n'a pas fait le bilan de celui qui est parti. La couverture maladie universelle devait déjà être implémentée au Cameroun puisqu'il Moutazé, directeur général de la CNPS avant d'entrer au gouvernement, avait déjà présenté aux Camerounais un certain nombre de réformes, notamment celle de la sécurité sociale qui devait déjà faire intervenir l'une des 9 branches, notamment la couverture maladie. Où en est-on? On a recensé
les bailleurs de fonds internationaux ont financé un certain nombre de programmes au Cameroun. On a organisé des séminaires, des ateliers, des colloques. On a vu 182 maladies qu'on a intégrées comme étant des maladies qui pouvaient être couvertes et un budget d'à peu près 300 milliards. Ce qui avait été indiqué. Maman Fouda est en train de partir. Il est peut-être parti pour des raisons politiques parce que le Fundi a fait de mauvais résultats. Lui comme Philippe Bargaboa. Est-ce qu'on peut encore le dire, puisque ce n'est pas forcément des résultats qui président le départ ou l'arrivée? Oui, puisque dans la Menoie, c'est vrai, c'est une très bonne question, puisque dans la Menoie, dans l'Ouest Cameroun, Fogui a été remplacé numériquement par Jean de Dieu Momo, mais qui était plutôt une récompense de quelqu'un qui s'est renié, qui a retourné sa veste, ou comme l'autre Tiroma, sa gandoura. C'est-à-dire qu'après avoir été un opposant virulent à Biya, vous devenez simplement un turiféraire du président, et là vous êtes récompensé. Bonjour la méritocratie dans notre pays. Donc sur la séquence, parce que je veux qu'on parle des questions structurelles, de Manaouda Malachi, du ministre de la nouvelle ministre qui va s'occuper des questions d'habitat et de développement urbain, Cortés, née Célestine Ketcha. Je remercie Dieu, Biya, je remercie le roi Biya, je remercie Biya. Non, aujourd'hui nous avons des préoccupations. Les villes de Yaoundé, les villes de Douala, ce sont des villes qui doivent se moderniser. À moins de 200 mètres de l'aéroport de Douala, vous avez un bidonville géant. On parle des entrées ouest et est de Douala, puisque ce sont dans le programme triennal, ce sont les phares, les projets phares. Mais quand vous pénétrez les deux grandes villes du Cameroun, quel spectacle vous êtes offert? Quand vous êtes survolé Yaoundé, quand vous êtes en passe d'enterrer, qu'est-ce que vous regardez? Un développement anarchique de nos villes. Monsieur Bointou, polytechnicien, vient de quitter le gouvernement. Il est remplacé justement par une femme d'Undé, c'est la géopolitique camerounaise, qui va s'occuper de ces questions. Et qu'est-ce qu'on nous sert? Ce sont des youyou. Non, c'est un pays où l'urgence doit être de désigner les gens pour qu'une vision soit traduite, pour que les gens se mettent au travail. Pour vous, ce n'est pas le cas, on les désigne, pourquoi? Mais vous avez très bien vu que ceux qui deviennent ministres au Cameroun sont souvent ceux qui, à l'applaudimètre ou dans les congrès du RDPC, ou même dans la manière dont ils se déploient dans l'espace public, font assaut, sont les plus théâtraux dans le soutien au président Biya. Ils ont par ailleurs des compétences, ils ont par ailleurs du mérite, ils ont par ailleurs, ce sont des gens autrement charmants dans le privé. Mais la préoccupation qui doit être la nôtre, celle des citoyens camerounais, c'est de savoir quand est-ce que les plans, les schémas directeurs d'aménagement urbain de villes comme Yaoundé Douala qui datent des années 60, les plans d'occupation des sols, les plans cadastraux seront mis en place dans notre pays. Jacqueline Koun Abiseke vient de quitter le gouvernement. Elle était en charge des domaines. Il n'y a pas de réforme foncière au Cameroun. Les pays comme l'île Maurice, la Namibie, le Rwanda ont procédé à des réformes foncières parce que le sol, il ne s'occupe pas comme ça de manière anarchique. Les villes, elles ne se développent pas comme ça au gré de l'humeur d'un ministre ou d'un président. Ce sont des schémas directeurs. Regardez ce que ça donne avec la ville de Douala. Regardez ce que ça donne avec la ville de Bafoussam. Pour accueillir la CAN, on doit faire des travaux titanesques en un temps réduit pour qu'une ville comme Bafoussam, qui était la 3e ville du Cameroun, qui devait porter une région comme la région de l'Ouest, eh bien pour qu'une ville comme ça puisse être viabilisée tout au moins pour accueillir une Coupe d'Afrique des Nations. Et après ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, c'est que la confiance du président, elle est extraordinaire. On va remercier le président pour ça et que votre famille va être contente ou votre village va être content. Non, je pense qu'il faudrait qu'on redevienne un peu plus sérieux. Le Cameroun, c'est un pays de gens autrement sérieux et que la préoccupation doit être de savoir, sur la base de ce que le président Biya dit lui-même, il a sa boussole, le DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Est-ce qu'une évaluation a été faite, mon cher? De 2009 à 2019, du 4 de juin où il a été porté à la fonction de Premier ministre, jusqu'au 4 janvier 2019, quel est le bilan? Soufflé moyen. C'était quand même des années où on devait booster cette économie pour atteindre les résultats. Quel est le bilan qui peut être fait? Alors, je crois que ce décor planté est suffisamment clair pour nos auditeurs. Mais alors, moi, j'ai envie de vous poser une question. Au-delà de ces pratiques et habitudes que vous venez de manière très, très parfaite de peindre, est-ce qu'il y a
pour vous un casting, enfin une seule personne qui sort de ce casting et qui mérite sa nomination? Une seule personne. Je pense que la question des personnes, vous savez, quelqu'un a dit l'Afrique a besoin d'institutions fortes et pas d'hommes providentiels. C'est le cadre. Vous venez dans un gouvernement pléthorique. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, 62 ministres et 70 assimilés. Il faut juste signaler que l'Éthiopie, qui a 120 millions d'habitants, a 15 ministres, 7 femmes, 7 hommes. Voilà, parité. Et merci, mon cher, parce que on nous dit que dans le discours d'investiture du président Biya, il a promis de prendre en compte la jeunesse, les femmes. Le monsieur Biya est devenu président à quel âge? 49 ans. Devenu Premier ministre à quel âge? 42 ans. Il est devenu secrétaire général de la présidence, ministre d'État, quel âge? 35 ans. Non, ce n'est pas aujourd'hui au Cameroun que la jeunesse est au pouvoir. Le premier président de la République du Cameroun avait 36 ans quand il est arrivé en fonction. Donc quand vous avez 40 quadras au gouvernement, dans un gouvernement de 62 personnes, et que vous nommez un Premier ministre qui était là il y a 20 ans, moi je ne vois pas la prise en compte de la jeunesse. Monsieur John Gouté a 64 ans aujourd'hui. Bon, il fait sa carrière. Mais vous avez des jeunes qui ont 46 ans, directeur adjoint du cabinet civil comme Monsieur Babouké, Malaïchi qui a à peu près 44 ou 45 ans. Et puis Togamax qui est secrétaire d'État à la gendarmerie qui a 44 ans. Bon, voilà. On devrait avoir sur le continent, un continent aussi jeune avec des compétences qui deviennent de plus en plus abouties. Dans un gouvernement, si vous voulez rester dans des proportions justes à 62 ministres, on devrait avoir une trentaine de personnes jeunes qui apportent du sang neuf. Ce n'est pas le cas. Les femmes, elles sont 10, on s'en réjouit. On est parti de 6 femmes sous Yang 2009-2011 à 6 femmes. Aujourd'hui, on est à 10 femmes, à 10 femmes à peu près. Bon, on s'en réjouit. Alors, il a pris un exemple, mais excellent. La plupart des pays ont tendance à réduire le nombre de membres du gouvernement. Parce que non seulement c'est symbolique, mais ça donne une indication en disant l'État va essayer de réduire son train de vie. Je rappelle, mon cher Guy, que le ministre des Finances, qui a été ministre de l'économie, donc il connaît très bien ces questions liées à la stratégie d'émergence, il fait une opération de nettoyage du fichier solde de l'État avec des fonctionnaires fictifs. Pendant qu'on nous dit qu'il y a des fonctionnaires fictifs au Cameroun, donc qui pèsent sur la dépense publique, ayant porté le budget d'investissement public de 30% à peu près à 35%, on a des ministres en grand nombre qui ne font qu'arriver. Et un ministre, je vous rappelle, c'est toute une logistique, c'est tout un écosystème, un ministre, avec un train de dépensier. Donc, en fait, en réalité, la question aujourd'hui est moins celle des hommes. Parce que vous allez me demander, les hommes, vous allez voir quelqu'un, monsieur Jean de Dieu Momo, entre autres, qui est quelqu'un, mais vraiment de très très sympathique. Moi, à titre personnel, avec monsieur Momo, vraiment, on a vraiment... Mais je me demande si on va continuer au Cameroun. Après Dakolé, après Kodok, après Tiroma, après un certain nombre de personnes qui avaient eu les faveurs de l'opinion camerounaise parce qu'elles mobilisaient des foules pour le changement, pour l'alternance ou les alternatives, avec des gens qui avaient un propos extrêmement dur, virulent, véhément sur la personne du président Biya, et le lendemain, on vous retrouve au pouvoir. Pour les jeunes Camerounais, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, mon cher Gingassa, qu'on peut changer d'avis à tout moment. Pour quelle raison? Pour entrer au gouvernement. C'est-à-dire que on peut vous instrumentaliser. Dans le cas d'espèce, Momo peut être contre Kamto. Eh bien, ça va servir puisque Kamto s'affirme comme étant un adversaire, mais vraiment coriace du pouvoir. Demain, ce qui se fera, puisque vous savez qu'au Cameroun, les sources, à la fois, comme on dit, la mangeoire est très large, de prémande ou de patrimonialisation de l'État. Avec Cabral Libi, ça va se poser. Ils vont prendre dans son aire géographique des bassins pour pouvoir faire contrepoids. Voilà comment ça fonctionne. Et pendant ce temps, les objectifs du document de stratégie pour la croissance et l'emploi du point de vue du pouvoir ou les objectifs dont certains candidats, on a suivi une campagne électorale où des candidats comme ceux du SDF, ceux du MRC ou d'Univers ont proposé, même si je n'étais pas totalement d'accord ou souvent pas, mais ils ont eu ce courage de proposer un certain nombre de choses, entre autres la réduction du train de vie de l'État à travers la réduction des ministères. On avait 15, d'un côté pour certains, 20,
Ça aussi, ça veut dire qu'ils avaient pris en compte tout cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On en est à critiquer la veille quelqu'un pour ce que ça représente de façon éthique et morale. C'est un gros mot en politique au Cameroun aujourd'hui. Et le lendemain, de se dire, ah tiens, vous voyez, il va sortir de sa galère, parce que Momo, Jean de Dieu Momo était quelqu'un qui tirait le diable par la queue. C'était après son passage à Arusha au tribunal pénal international où il s'est fait de la maille. D'ailleurs, je le cite, Dixit, il était sur le plateau de DRTV pour le dire. Oui. Eh bien, il a eu beaucoup de difficultés au quotidien. Et bien maintenant, comme a chanté Doniel Wood, ma vie est en haut. Je suis en haut parce que le président m'a nommé. Non, je pense qu'il faudrait qu'on sorte un peu de cette logique qui est une logique extrêmement précaire, extrêmement courte, à courte vue, mais vraiment donner de la perspective à notre pays. Est-ce que la nomination d'un gouvernement va toujours être une nomination où je suis content pour Ngassa Abdelaziz et non pour le Cameroun? Est-ce que ça va être quelque chose où les carrières ont réussi nos vies à titre personnel et que Douala reste une sorte de ville un peu comme ça, sens dessus, sens dessous, ou Bafoussam ou Konsamba restent des villes qui vont être des villes fantômes ad vitam aeternam. Non, je pense que les questions fondamentales et structurelles doivent désormais être celles qui guident l'analyse et la perception des Camerounais vis-à-vis d'un ministre ou de l'ensemble d'un gouvernement. D'accord, on n'a plus beaucoup de temps pour ce point de TV. Je voudrais vous poser une dernière question avant de boucler cette émission. Quelle analyse faites-vous entre le discours du 31 décembre du président Biya et l'événement récent du changement, enfin, du remaniement de son gouvernement, enfin, du gouvernement de Paul Biya lui-même? Le discours du président Biya, c'est un discours formel, rituel. Le 31 décembre, il doit s'exprimer, donc il doit trouver des choses à dire. Le contenu cadre-t-il avec le dernier gouvernement qui vient de constituer? Il a indiqué que l'année 2019, d'après ce que j'ai lu ou entendu, ou peut-être compris, que l'année 2019 allait être une année cruciale, déterminante, depuis les 50 dernières années au Cameroun. Vraiment, j'attends de voir. C'était assez ambitieux. C'était la dernière fois qu'il le disait d'ailleurs. Oui, c'était curieux parce que ça fait quelques années que M. Biya est le propre sociologue, le propre critique de son action. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'absolument curieux dans notre pays où le président constate l'inertie, constate le retard, constate l'inefficacité à la fois des politiques qui sont mises en place, des politiques publiques, constate le niveau corruptogène, le niveau de corruption accentué de notre pays, que le président Biya a envoyé des personnalités importantes en prison, Marafa, Abba, et bien d'autres au Languena, mais on n'a pas l'impression aujourd'hui que la culture du respect, la culture de la probité, la culture du service de l'État, de l'intérêt général est quelque chose de consacré. Ça veut dire en clair que si les discours restent la matrice, l'élément à travers lequel on juge de l'action, eh bien, on sera toujours déçu. Parce que pour le président Biya, c'est un seul mot, je continue, pour reprendre une de ses expressions. Et pour les Camerounais, ça va être « on va faire comment ?» Parce que c'est ça, justement. On va faire comment? C'est la lassitude, c'est la résignation de ce peuple résilient, reconnu de tout ce qui est formidable d'énergie, de talent, de prouesse, mais qui n'arrive pas à faire pression. Parce que c'est cela, la citoyenneté. Faire pression pour que le président puisse tenir en compte de manière même discours obligatoire ce que sont les aspirations des Camerounais. Est-ce qu'il y a une commission d'enquête ou d'audit sur ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois concernant la Coupe d'Afrique des Nations? Il n'y a pas de commission. Est-ce que la commission sur la catastrophe des ECA a rendu un rapport qui correspond véritablement au diagnostic du problème? Il y a eu la question de la dénonciation du contrat de concession avec Bolloré. Il y a eu la question des indemnisations. Est-ce qu'on a l'impression que ces prescriptions, ces instructions du président de la République sont implémentées véritablement? Est-ce que la crise anglophone ne mérite-t-elle pas que le président Biya se rende compte qu'on ne peut plus continuer dans la voie qu'il a choisie? Sur la réforme des armées, j'applaudis les deux mains en 2001-2003. C'est parfait.
les Camerounais ont vu une professionnalisation de leur armée qui était une armée d'essence coloniale dont le but était de mater, réprimer, etc. On a vu aujourd'hui une diversification des pôles de formation des Camerounais, des militaires et des gendarmes de qualité. Mais sur la question du nord-ouest et du sud-ouest, comment ça se fait qu'on en est aujourd'hui à écouter religieusement Paul Biya dans une logique qui nous mène directement et tout droit dans l'impasse? Je ne sais pas s'il faut ajouter quelque chose à ce propos, mais il me semble que ce sont les questions véritables de l'heure. Merci. Cette émission est donc à présent arrivée à son terme. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir cet après-midi pour nous faire ces commentaires et analyses des différents événements de ces grands pays de notre continent Afrique, le Cameroun et la RDC. Merci encore, chers auditeurs, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.